Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour, à partir de 7h jusqu'à 8h20 sur votre Radio Victoire FM, écoutez sur le www.radiovictoire.fm partout dans le monde. Ce matin, notre invité, c'est le président national du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, MCD. Il s'agit de Maître Mohamed Chassona Traoré, dont le parti, autant pour moi, est membre de la grande coalition de l'opposition. Maître Chassona Traoré, bonjour. Bonjour, mon cher Ravi. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce lundi pour aider les Togolais à savoir et comprendre ce qui se passe dans le pays. Merci. Alors, tout de suite, je m'en vais vous poser la question de savoir, est-ce que la cohésion est de mise au sein de votre grande coalition? Mes amis les journalistes, qu'est-ce que vous allez chercher encore? La cohésion, elle est là, sinon c'est des partis responsables. Celui qui ne se sent pas à l'aise dans cette coalition, il n'a aucun problème à la quitter. Donc si nous sommes encore là, c'est qu'il y a la cohésion. Bien sûr, nous avons des particularités. Il ne faut pas confondre coalition et fusion. C'est des partis politiques pris dans leur individualité, dans leur stratégie spécifique, dans leur idéologie propre, qui se sont mis ensemble. Donc il n'est pas étonnant de voir que le discours n'est pas à l'unisson. Peut-être qu'il y a des variantes, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cohésion au sein du groupe. On s'entend sur l'essentiel. Autrement dit, même s'il y a des incompréhensions, vous arrivez quand même à les gérer. De toutes les façons, nous savons pourquoi on est ensemble. Donc, ce pourquoi on est ensemble constitue le lit commun de cette coalition. Et on a tout intérêt à travailler pour aboutir. Les 20 et 21 septembre dernier, vous étiez partis à la rencontre des populations, spécifiquement de Mango, Bafilo et Sokodé. Maître Mohamed Chassona Traoré, d'abord, qu'est-ce qui avait motivé un tel déplacement de la délégation de la coalition de l'opposition? Vous savez, nous avons appelé à des marches pacifiques, mais qui malheureusement sont soldées par des violences inouïes, des morts, des blessés graves, avec des maisons cassées et autres. Un homme responsable, qui avons à cœur le devenir de ce pays, nous avons tout intérêt à aller voir de nous-mêmes et apporter notre compassion à nos compatriotes qui sont en détresse. Donc voilà le motif premier, ça dit qu'il faut aller voir, parce que nous ne nous attendions pas, quand on lançait ces appels-là, à des marches pacifiques qui puissent avoir des dégâts de cette sorte-là sur nos compatriotes. Donc parce que quand cela est survenu, c'est normal que nous allions les rencontrer, leur apporter notre soutien et notre compassion. Autrement dit, vous n'abandonnez pas vos militants? On ne peut pas les abandonner, puisque c'est nous qui les avons demandé de sortir dans la rue. Et il est normal que nous allions à leur rencontre pour leur apporter notre réconfort. Et ceux qui sont en prison? Ceux qui sont en prison également, qui vous souviennent qu'on avait visité la prison de Lomé pour voir nos amis qui sont en détresse également là-bas. Et il n'est pas exclu qu'on fasse la même démarche vis-à-vis des autres prisons du Togo pour voir également ceux qui sont en détention. Oui, mais maître, est-ce que vous appelez vos militants à être blessés, à être interpellés, incarcérés dans les prisons? Qu'est-ce qui amène, selon vous, à ces genres de situations? Les hommes restent les hommes, mais ce qui est déplorable, nous appelons à marcher dans un pays où le droit de manifester existe, où nous discutons de tous les itinéraires, de tout ce qu'il faut faire avec les départements ministériels en charge de ces manifestations et qui ont la responsabilité de prendre des dispositions pour que cela puisse se dérouler dans la paix et la quiétude. Parfois même c'est festif. Je me souviens que dans beaucoup de pays, même quand des gens manifestent, c'est la fête, même avec les policiers qui les accompagnent. J'ai vu tout récemment au Ghana l'ambiance avec les policiers ghanéens qui accompagnaient les marcheurs à Accra contre le parti au pouvoir sur des questions de la cherté de la vie. Et c'est festif puisque l'opposition ne parle pas, ce n'est pas des réclamations d'ordre pécuniaire, encore moins des réclamations qui regardent particulièrement une partie de la population. Tout ce que nous réclamons, c'est pour l'ensemble de nos compatriotes, y compris les militaires, les policiers, les gendarmes, et tous les Togolais, toutes catégories confondues. Quand le Togo sera bien à tous les niveaux, il sera bien pour tout le monde. Donc on ne peut pas comprendre qu'il puisse avoir cette incompréhension mortifère entre les populations qui manifestent et ceux qui ont la charge d'assurer la sécurité.
La sécurité, ce n'est pas forcément que les Togolais qui manifestent aillent faire des dégâts, mais également c'est que les policiers puissent assurer la sécurité de ceux qui manifestent, de sorte qu'ils ne puissent pas avoir des infiltrations, des gens téléguidés, télécommandés qui viennent les agresser. Tout cela doit être mis dans la stratégie d'accompagnement de ces manifestations, chose que nous regrettons au Togo. Oui, donc quand vous faites allusion aux infiltrés, c'est-à-dire que vous n'avez pas la maîtrise totale de vos manifestants pour pouvoir déceler sitôt et rapidement les infiltrés, les gens qui sont venus peut-être en mission commandée. En état normal, cela ne devrait pas exister. Mais vous savez que dans des pays comme les nôtres, où nous avons beaucoup de choses à nous reprocher, il y a toujours de ces choses-là qui arrivent. Ceux qui ne jurent que par le régime sont toujours prêts à en découdre, même s'ils n'ont pas reçu l'ordre de leur commanditaire, c'est-à-dire d'en haut. Leur hiérarchie. De leur hiérarchie. Ils disent, mais écoutez, parce qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi on peut s'en prendre à tel ou réclamer tel ou tel. Beaucoup de choses peuvent arriver, mais il appartient au gouvernement de prendre des dispositions pour que de pareilles choses ne puissent arriver. Et quand vous étiez à Mango, à Bafilo et à Sekodé, qu'avez-vous pu constater dans ces différentes localités? J'avoue que quand je suis arrivé à Mango, j'étais loin de m'imaginer ce que j'ai vu à Mango, parce que j'ai vu une population qui est en un état de choc terrible, à la limite même de l'anesthésie générale, parce que bon, tout le monde a peur. Quand on peut voir cette population-là qui déjà à 19h, tout le monde est atterré chez lui, quand on voit des militaires qui sillonnent le quartier avec des armes et des bâtons, quand on voit que, bon, même à une certaine heure, bien que l'électricité aujourd'hui soit pourvue dans la localité par le biais de Akosombo, qu'on coupe le courant, même nous, on a passé la nuit dans l'obscurité jusqu'à 1h et quelques du matin. Donc, quand on voit tout cela aujourd'hui, ben, nous avons beaucoup de choses, on a de bonnes raisons de nous inquiéter pour nos compatriotes de Mango. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont traversé la frontière. Ils sont au Ghana, plus précisément dans la région de Pérédjini, où c'est grâce à la générosité des populations locales qu'ils arrivent à survivre. Toutes choses que nous déplorons au moment où notre CEDEAO chéri lance l'idée de la CEDEAO des peuples. Nous ne pouvons pas comprendre que le HCR et le CICR ne se lancent pas à leur secours pour leur apporter soutien et aide. Donc, peut-être la situation n'est pas encore alarmante. Mais est-ce qu'on a besoin du moment où il y a un déplacement de population? Vous savez, je connais trop bien ces questions-là de déplacement, même au niveau interne. J'ai fait une formation spécifique en tant que responsable des droits de l'homme. J'ai travaillé à la Commission nationale des droits de l'homme. J'ai été formé pendant longtemps. J'ai été formé sur ces questions-là. Du moment où il y a un déplacement de population, la première des choses à faire, c'est d'aller à la rencontre pour évaluer les besoins et prendre en compte ces derniers-là et leur assurer le minimum. Mais toutes choses que nous ne voyons pas venir, les responsables de tous nos partis sont aujourd'hui à Pérédjini, et ce sont les chefs traditionnels, les imams et autres qui leur apportent le minimum. Donc les représentants des partis d'opposition à Mango se sont tous réfugiés à Tchérépouni. Ils sont tous à Tchérépouni, donc c'est ce qui est déplorable. Donc, et la population à Mango, elle est dans une situation qu'on ne peut pas expliquer. Il paraît même que des jeunes se sont réfugiés dans la brousse. Il y a eu d'autres qui ont eu à courir et qui se sont réfugiés dans la brousse, d'autres qui ont tenté de traverser le fleuve Oti, mais qui se sont noyés. Il y en a qui ont été victimes de morsures de serpents pendant leur fuite. Mais tout cela, ça nous pose, ça interroge la conscience des Togolais dans leur ensemble. Parce qu'on ne peut pas vivre cette situation-là dans une de nos localités, que nos responsables se réfugient dans un silence absolu, comme si c'était des Togolais d'une autre catégorie. Donc, les Togolais, où qu'ils soient, il est de la responsabilité de l'État d'assurer sa compétence personnelle. La compétence personnelle de l'État, c'est d'aller prendre au secours du Togolais, quel qu'il soit, où qu'il soit, dans
toutes les circonstances qu'il puisse se retrouver, d'aller à sa rencontre pour lui assurer la protection et le bien-être. Oui, mais quand même, maître, est-ce que la situation actuelle à Mango, vous avez dit, les populations, diraient à la limite, sont en anesthésie générale. Alors, est-ce que les manifestants avaient ou auraient provoqué leurs camarades de UNI, puisque selon nos informations, UNI n'avait pas en réalité prévu de manifestation ce mercredi-là? Oui, officiellement. Ce qui est déplorable, parce que nous avons vu que à Mango, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas pu interroger nos amis de l'opposition, nos responsables qui auraient pu nous donner la vraie version des faits, du fait qu'ils sont partis. Donc on a vu une population, des gens sont sortis spontanément vers nous. Il y en a qui nous ont dit, mais c'est parce que vous êtes là que nous pouvons encore être dans les rues à 19h pour parler avec vous. Une fois que vous aurez tourné les talons, on ne sait pas ce qui peut advenir de nous. Donc tout cela, ça reste déplorable. Et à Bafilo À Bafilo, vous savez, les Bafilo et Mango ont une caractéristique, c'est que le préfet de Bafilo, c'est l'ancien secrétaire général de la préfecture de Mango qui a fait ses armes politiques à Mango. Vous comprendrez, quand on fait le parallèle entre les deux villes, on peut comprendre un certain nombre de choses. Nous déplorons également qu'à Bafilo, vous savez, on a rendu visite au chef canton, mais on dirait même qu'il tremblait quand on voulait saluer la population devant son vestibule. Il était dans tous ses états. Messieurs, partez d'ici parce que j'ai peur. Ça dit, il a peur pour sa vie. Donc, après votre départ, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc voilà, quand on voit des situations comme ça, mais c'est à peine qu'il dit, mais écoutez, messieurs, allez. Non, mais quand même, quand vous atterrissez dans un milieu, on s'en va saluer d'abord le premier responsable de la localité. Oui, je pense que c'est dans ce cadre que nous sommes allés. Nos amis ont fait un programme qui nous a conduit au vestibule du chef canton de Bafilo, mais il nous a reçus à peine les salutations qui ont duré 5-10 minutes. Il fallait que nous partions vers la maison mortuaire pour aller saluer les parents de la victime. Mais quand on a voulu saluer la population qui s'était spontanément amassée devant son vestibule, il était dans tous ses états. Il fallait qu'on parte rapidement parce qu'il avait peur. Donc tout ça, ça laisse quand même ça interrogateur. Nous nous demandons mais dans quel état on est. Si même le chef canton lui-même n'est plus à même de pouvoir accueillir comme il se doit. Bon, finalement, si c'est les responsables d'une autre formation politique ou peut-être du parti au pouvoir, c'est en ce moment le chef canton serait en sérénité pour les accueillir. Vous avez Notien qui vous a donné l'illustration la plus éloquente de ce que se passe dans le pays. Si le chef canton qui est le président des chefs a pu prendre la parole et donner son point de vue sur un débat purement politique, en sortant de sa réserve et de sa neutralité, vous comprendrez que, bon, voilà, il y a 2 poids 2 mesures quelque part. Alors, à Sokodé, c'était une sorte de liesse, on dirait, vous avez fait un bain de foule jusqu'à Paratao. Oui, à Sokodé, bon, vous savez, c'est une ville qui a cette habitude-là de sortir et de se manifester. C'est un peu comme la fleur des Caraïbes, dans le désert, où il y a la peur. C'est le seul endroit où je pense que l'opposition peut encore s'épanouir. Donc nous avons pu bénéficier de la sortie spontanée de nos compatriotes de Sokodé, qui nous ont fait l'honneur de nous recevoir, le temps de nous faire oublier tout ce qu'on n'a pas pu vivre à Mango ou à Bafilo. Et le village natal de Tchipi Achadam, votre camarade de lutte, il paraît que les militaires auraient tiré sur une vache et beaucoup de dégâts là-bas également. Oui, est-ce que vous étiez parti constater ces choses? On a constaté sur le mur les impacts de balles. Il y avait plus de 11 impacts de balles sur le mur qui est à 2 mètres de l'arbre, où était attaché le bœuf. Il y a encore la corde qui traînait encore là-bas par terre. Bon, en ce cas, on est resté là interrogateur. Qu'est-ce qu'une vache peut venir chercher dans un débat comme celui-là? Non, selon le communiqué officiel, la vache menaçait les militaires.
Mais comment la vache peut menacer les militaires alors qu'elle était attachée? Nous sommes en Afrique. Mais écoutez, moi je ne comprends pas. Expliquez-moi, vous qui êtes qui pensez des choses. Une vache qui est attachée à un arbre, comment peut-elle menacer les militaires? Bon, vous savez, il y a peut-être des choses qu'on ne comprend pas. Moi, je n'ai pas compris jusqu'ici pourquoi on peut abattre une vache qui est attachée. Dans des milieux là, des gens font des prières parfois pour le repos de l'âme de leurs parents, ou qui font beaucoup de choses. En islam, la vache blanche symbolise la paix, la santé et tout ce qui peut attirer le bonheur. Donc ce n'est même pas quelque chose qui symboliquement pouvait constituer un danger quelconque pour le régime encore pour les populations. Voilà. Mais il s'agissait d'une vache pour faire quoi? Non, je dis les vaches blanches ou la couleur blanche. La personne l'avait acheté pour un sacrifice ou bien? On ne sait pas, nous on ne sait pas parce qu'on n'a pas besoin de savoir pourquoi. Est-ce que c'était un militant de l'opposition? C'est pas parce qu'il est militant de l'opposition qu'il ne peut pas, qu'il n'est pas togolais. Le Togolais, il a des droits, comme ceux de croire à ce en quoi il croit et de le manifester de la manière qu'il croit la plus idoine. Donc aller abattre une vache, ça pose problème. Ah oui. Ouais. Alors, des morts, des blessés, des condamnés à des peines lourdes et aussi rapidement sans avocat, c'est ce que nous constatons. Alors, face à cela, le président de la République ne s'est pas encore prononcé. Un silence stratégique? Non, nous pensons que c'est quand même préoccupant. À plus d'un titre, nous avons un chef d'État qui non seulement dans le pays connaît des difficultés aujourd'hui sur des questions d'ordre institutionnel et constitutionnel, où l'opposition manifeste à longueur de journée, mais qui plus est le président en exercice de la CEDEAO. Donc, et la CEDEAO qui se veut aujourd'hui une CEDEAO des peuples, mais ce silence-là reste interrogateur à la fois du président de la République et des autres présidents de la sous-région. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays comme le Togo, même si le Togo n'est pas grand, le Togo constitue quand même un pays stratégique pour l'ensemble de la sous-région. Un pays cofondateur de la CEDEAO. De la CEDEAO. Mais on ne peut pas comprendre que ce silence-là soit généralisé. Et c'est des questions qu'on se pose également. Bon, écoutez, pourquoi ça? Bon, on a de temps en temps entendu les ministres venir parler au nom de la présidence de la République pour dire un certain nombre de directives ou de leur point de vue. Mais il est temps quand même que le chef de l'État s'adresse à l'ensemble de nos concitoyens pour fixer le cap des réclamations de ce que nous voulons. Ça rassure non seulement les Togolais, mais également la communauté internationale qui aura une idée claire par rapport à l'avenir de ce pays. Oui, mais quand même, maître, dans vos actions, les appels à manifester, on lit derrière tout ça ou en filigrane à toutes ces manifestations, un appel à l'insurrection pour renverser le régime en place. Vous savez, le peuple, parfois, quand vous l'appelez, c'est lui, vu compte tenu de ce qu'il vit depuis des années. Mais est-ce que vous avez vu un responsable politique, ou encore moins dans nos écrits, demander à l'insurrection? L'insurrection, ce n'est pas par les marches qu'on fait l'insurrection. Si des gens veulent faire une insurrection, ils l'organisent. Ce n'est pas parce que nous sommes des civils que nous n'avons pas été à l'école. Nous lisons, nous avons des stratèges. Nous sommes des gens de paix, des gens pacifiques. Nous avons toujours lancé nos appels sur des mots d'ordre clair. Nous avons des réclamations. Mais une insurrection ne se prépare pas comme ça de manière spontanée dans la rue en 1 ou 2 jours. Oui, mais vous vous basez quand même sur la mobilisation immense des citoyens pour dire le chef de l'État doit partir alors qu'il est en cours de mandat. Si les gens réclament son départ, ça ne veut pas dire que on ne peut pas interpréter ça comme une insurrection. C'est-à-dire c'est leur droit. Lorsqu'on en a marre, on dit, ben écoutez, vas-y. Mais ça, c'est le ras-le-bol qui peut apporter cela. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on se détache des motifs pour lesquels nous appelons les gens à marcher. Nous restons attachés à la révision de notre constitution, au déverrouillage des institutions, et voilà des choses que nous réclamons. Et il n'y a rien d'autre. Et vous avez quand même dit retour à la constitution de 1992, constitution originelle, et avec ses implications. Ce qui veut dire Constitution de 1992, quand on vient, en résumé, quand on vous demande dans la rue la Constitution de 1992, qu'est-ce qu'il faut en entendre? Elle s'entend de la mise en place d'un système politique. C'est un régime, un système semi-présidentiel,
un régime politique semi-présidentiel avec tous les mécanismes de séparation de pouvoir qui doit le sous-tendre, avec des mécanismes de contrôle et d'équilibre au niveau de ces pouvoirs-là, et tout ce qu'il faut pour que le pays puisse avancer sur beaucoup de chantiers. En réalité, c'est le résumé de la Constitution de 1992 qui institue un régime semi-présidentiel. Vous savez, le Premier ministre Anotchen a parlé de la Constitution de 1961. C'est un régime 14 avril 1961. C'est un régime présidentiel. Qui avait quand même prévu un mandat de 7 ans. Non limité. La seule question de mandat ne peut pas à elle seule résumer l'ensemble d'une constitution. Une constitution, c'est beaucoup d'autres choses. Ce que nous disons ici, la constitution de 1992, bien sûr, pour pouvoir convoquer l'alternance dans notre pays. Vous savez, quand on parle de l'alternance, les gens ne savent pas ce qu'il faut mettre dedans. Ce n'est pas seulement le départ d'un chef d'État pour qu'un autre vienne, mais c'est pour assurer un certain équilibre au niveau de ces institutions de l'État. Vous savez, l'État, il a 3 organes fondamentaux. Il y a la justice, il y a l'administration centrale, il y a l'armée. Donc, quand il y a la même équipe qui gouverne le pays pendant des années, il y a les trois socles de l'État deviennent politisés. Ça fait que le pays est crispé à un moment donné. Donc, l'alternance amène un souffle et ça responsabilise les gens, ça ramène ces institutions à leur état de neutralité pour servir le bien commun, l'intérêt général. Donc, l'alternance n'est pas seulement une affaire qui regarde le chef de l'État, mais ça regarde l'ensemble des institutions. Oui, maintenant, si, à supposer que vous accédez aujourd'hui au pouvoir, ou peut-être le gouvernement accède à votre revendication de retour à la Constitution originelle de 1992, alors comment allez-vous y prendre pour pouvoir retrouver une armée? Si elle est politisée, pour qu'elle ne soit plus politisée, l'administration pareil et également la justice. Vous savez, moi, je l'ai dit la dernière fois, chez un de vos confrères, nous sommes des politiques responsables. Des hommes politiques responsables. Nous savons qu'il y a 3 choses pour lesquelles aucun homme politique, quel que soit son bord, qu'il soit au pouvoir comme dans l'opposition, ne s'en prend. Il y a l'armée et les forces de sécurité avec. Il y a la justice. Il y a les journalistes. On ne s'en prend pas aux journalistes. Et il y a également la diplomatie. Donc les 4 institutions-là, on ne s'en prend pas à eux parce qu'on ne peut pas les changer. Quel que soit le régime, vous devez travailler avec. Donc vous pouvez avoir une politique de l'armée, vous pouvez avoir une politique de la justice, vous pouvez avoir une politique pour la presse, vous pouvez avoir une politique diplomatique, mais vous ne pouvez pas vous en prendre à ces organes-là comme si elles étaient votre adversaire politique dans le débat politique. Donc, nous n'avons, même si nous prenons le pouvoir, nous travaillerons avec la même armée. Peut-être qu'on lui donnera d'autres sources, d'autres moyens de se développer, de s'épanouir plus, si nous venons au pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que nous avons une dent contre notre armée, non. Cette armée-là, elle est composée de citoyens togolais. Mais exiger le retour à la Constitution originelle de 92, quand on parle de la Constitution d'une légèreté selon le Premier ministre Classo. Non, quand on parle de la Constitution de 1992, c'est quoi? C'est revenir à tous les équilibres qui avaient été prévus lors de cette Constitution de 1992. Il ne faut pas être assez réducteur, croyant que la revendication de l'opposition togolaise se résume seulement à cette question de rétroactivité et autres. Non. Ce n'est pas seulement ça. C'est faire en sorte que s'il y a une constitution qui revienne, qu'elle puisse être d'application aisée, que les organes puissent travailler de manière équilibrée et qu'il n'y ait plus de couac et que l'ensemble des structures de l'État puissent fonctionner à la satisfaction de tous dans l'intérêt général. Voilà des choses qui avaient été prévues dans cette constitution de 1992 qui avait connu des modifications en 2002. Qui vous souvient qu'il y a 46 articles qui ont été modifiés. En modifiant 46 articles en 2002, vous voyez, tout ça a déséquilibré notre constitution, qu'aujourd'hui, on ne sait même pas dans quoi. Oui, voilà, cette constitution a été déséquilibrée avec ces modifications. Cependant, Maître Soufré, quand même, qu'on peut le dire, le Premier ministre a rappelé hier à Notchen quand même qu'avec la constitution tripatouillée, vous étiez parti aux élections de 2003. 2005, ça c'est les présidentielles. Et vous étiez parti aux législatives de 2007 avec la même constitution. Présidentielle de 2010, législative de 2013 et présidentielle
de 2015 et vous n'aviez jamais trouvé qu'il faudrait ramener la Constitution à l'endroit. C'est pas curieux? Non, ce que nous disons, quand vous prenez les discussions qui ont eu lieu à Ouaga, oui. Ils ont dessiné le cadre. La PJ a bien défini le cadre. Bien sûr, c'est une question de sémantique aujourd'hui de parler de la Constitution de 1992. En réalité, l'APG a vu que depuis 2002 à ce jour, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements qu'on a pu lire dans l'application de cette Constitution de 1992. Donc, et a déclaré la trame pour pouvoir arriver à corriger, faire en sorte que les Togolais puissent se retrouver dans leur constitution. Donc, le cadre qui a été planté en 1992, mais qui a connu des aventures en 2002, depuis 2006, nous avons la trame. Mais c'est le même État. Si nous rappelle qu'on a été à des élections sous l'empire de cette constitution, mais écoutez, c'est avec toujours la volonté qu'à tout moment, il faut corriger ce qui ne va pas dans cette constitution pour qu'elle puisse retrouver tous ses équilibres. C'était votre espoir? Ça a toujours été l'espoir de tout le monde. Parce que cette constitution aujourd'hui, qu'on vous rappelle un certain nombre de données, hein, je vous cite deux choses. La constitution de 1992 telle qu'elle était, elle prévoyait quand même l'équilibre de pouvoir. Parce que prévoyant, voyez-vous, le calendrier des élections peut nous apporter, peut nous amener sur un terrain de la cohabitation. En 2018, si on est en cohabitation, le Premier ministre qui sera nommé, comment va-t-il être nommé si on a toujours la constitution de 2002 en vigueur? Puisqu'on a dépouillé de ses prérogatives, le président de la République peut nommer qui il veut comme Premier ministre. Mais alors, s'il y a une majorité qui se dégage et qu'on est en cohabitation, puisque les élections présidentielles ont lieu en 2020, alors comment va-t-il fonctionner avec le Premier ministre? Quels seront ses rapports avec sa majorité parlementaire en 2018? Donc il faut forcément ramener tous les équilibres pour que ça puisse fonctionner. Oui, voilà, mais quand même, le chef de l'État, lui, il a limité le mandat à 2 et il a prévu aussi les élections à 2 tours. Non, mais cela ne satisfait pas l'opposition. Ce que nous ne pouvons pas comprendre ici, autour de vos studios, nous avons vu le ministre Bawara, à l'annonce de la modification du projet de modification constitutionnelle, a dit sur les antennes de RFI que voilà le projet qu'ils introduisent à l'Assemblée, mais qui reste ouvert à toutes les modifications. Les amendements. Les amendements peuvent être apportés. Donc, pour nous, tout ce que l'opposition pourrait apporter pour améliorer, pour faire en sorte qu'on puisse trouver les équilibres réclamés, on pouvait y arriver. On n'a pas compris que le même pouvoir qui fait l'offre d'accepter les amendements et toute autre proposition, pas que des amendements, il a dit des propositions, nous sommes ouverts à des propositions. Il n'a pas parlé seulement d'amendement. L'amendement s'entend seulement sur le projet qui a été apporté. Il a dit nous sommes ouverts à des propositions. On n'a pas compris pourquoi à l'Assemblée nationale, cette assemblée où les députés unis n'ont pas pu ouvrir la voie à les propositions de l'opposition. Donc voilà la question qu'on se pose aujourd'hui. Maintenant, est-ce que l'opposition, la grande coalition est prête à aller au référendum ou bien vous allez toujours rester dans la rue jusqu'à satisfaction de vos revendications? Vous allez répondre tout à l'heure à la question, mais on va servir les annonceurs. Non, ce que nous disons... Avec notre invité de ce matin, le président national du MCD, parti membre de la grande coalition de l'opposition, Maître Tchassona Traoré, Maître Mohamed Tchassona Traoré. Je vous posais tout à l'heure la question de savoir, dialogue et référendum, quelle voie choisissez-vous aujourd'hui? Vous savez, si je devais choisir, je choisirais la voie du dialogue, parce que tout ce que nous réclamons là sur le dialogue peut nous permettre d'avancer. Il y a eu le rejet à l'Assemblée ou l'adoption du projet de loi introduit par le gouvernement, les 3 articles qui ont été adoptés, mais ça ne règle pas l'ensemble de nos problèmes. À quoi ça sert de soumettre les 3 dispositions-là, les 3 articles au référendum, si demain nous devons encore être dans les rues pour réclamer autre chose? Mais le peuple est souverain selon M. Classo. Non, nous ne demandons, le peuple ne s'invite pas au référendum, on lui soumet un texte. Il ne faut pas qu'on fasse un travail de Pénélope, c'est-à-dire qu'on aille, qu'on revienne, qu'on aille, qu'on revienne. Il est temps que ce gouvernement comprenne qu'il faut régler l'ensemble des problèmes qu'on a. Donc s'il y a une fenêtre de dialogue qui s'ouvre,
nous ne dirons pas non, mais faut-il encore qu'on sache avec qui et de quoi nous allons parler et quelle sera la fin, la bonne fin des conclusions d'un tel dialogue. Nous ne sommes pas fermés. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé à des discussions. La CEDEAO appelle également à des discussions. Nous sommes des gens responsables. Nous savons que s'il y a eu cette opportunité, peut-être que ça nous permettra de retourner à l'Assemblée, de corriger l'ensemble de tout ce qui n'a pas pu être fait. Oui, le secrétaire général de l'ONU a parlé de dialogue. Cependant, son représentant dans la sous-région, M. Ibn Chambas, lui, il a trouvé quand même qu'il faudra donner la voix au peuple et aller au référendum. Non, ce que nous disons, si aujourd'hui les organisations internationales nous proposent de nous asseoir et discuter, il faut peut-être rapidement créer le cadre pour voir si on peut améliorer le texte. Si après avoir amélioré, intégré un certain nombre de propositions qui viennent de l'opposition et d'amendements, et que cela ne suffisait pas et qu'il faut se soumettre au référendum, on peut comprendre. De sorte que, au sorti du référendum, nous avons une constitution quand même qui soit à la dimension de nos attentes, pour que demain on ne revienne pas encore dans la rue pour réclamer encore une modification de la constitution ou d'autres problèmes d'ordre constitutionnel. L'occasion s'y prête bien. Profitons de ce moment-là, on règle l'ensemble de nos problèmes. Donc, à vous écouter, aujourd'hui, le référendum n'est pas encore à votre ordre du jour. Nous disons ceci, si le gouvernement a fait l'option, dit mais si ça ne passe pas à l'Assemblée, nous irons au référendum. Entre-temps, la communauté internationale nous appelle tous à nous asseoir et à en discuter. Donc nous disons que rien n'est encore perdu. Donc le problème du référendum, c'est qu'est-ce qu'on met dans le référendum. Est-ce qu'on a fini d'épuiser tous les sujets et qu'il faille rapidement aller au référendum? Qu'est-ce que le gouvernement gagnerait à soumettre seulement au référendum les 3 dispositions qu'ils ont adoptées à l'Assemblée? Si demain nous allons encore nous retrouver dans les rues pour réclamer autre chose, autant retarder le référendum, revenir à des discussions, trouver quelque chose qui met tout le monde d'accord, modifier cette constitution-là, peut-être qu'on fera l'économie pour ne pas aller à un référendum, mais de le régler au niveau de l'Assemblée. De l'Assemblée nationale. Voilà. Ah oui, mais quand même, vous appelez les Togolais encore à 2 jours de manifestation, le 4 et le 5. Alors, maître, pourquoi appelez-vous encore une fois les Togolais à descendre dans les rues, à manifester pacifiquement? Nous, ça fait quand même plus d'un mois que les Togolais sont dans la rue et les choses ne semblent pas avancer. N'avance pas, sauf cette proposition du gouvernement qui est une offre, bien sûr, mais qui doit être corrigée, qui doit être complétée. Nous n'avons pas suffisamment eu d'éléments qui nous permettent de croire que nous sommes sortis de nos revendications sur les réformes constitutionnelles. Donc on doit pouvoir poursuivre pour que nous puissions amener tous les acteurs du gouvernement à revenir à la table, à revenir à de bons sentiments pour qu'on puisse trouver moyen de corriger notre constitution et la rendre beaucoup plus digestive pour l'ensemble de nos concitoyens. Et le choix de la date du 5 octobre, est-ce que c'est fortuit? Oui, mais c'est fortuit. Vous voulez faire le parallèle avec un autre 5 octobre. Mais nous disons que, bon, écoutez, ce n'est pas nous qui sommes maîtres des événements. Nous avons commencé ces manifestations depuis de longues dates. Et aussi, ça tombe sur le 5 octobre. Ça peut être un hasard de calendrier, mais ça rappelle aux Togolais que c'est à partir d'un 5 octobre que les choses ont démarré au Togo. Donc, nous avons dit que le 4, c'est pour exprimer notre révolte et notre mécontentement par rapport à ce qui se passe au Togo, notre mécontentement avec nos compatriotes qui sont réfugiés au Ghana, ceux qui sont blessés, ceux qui sont morts, pour que ça finisse. Et le 5 également pour relancer la machine de nos revendications. Donc si un 5 octobre ressemble à un autre, bon, écoutez, le gouvernement doit pouvoir tirer toutes les leçons. Donc, clairement, c'est l'idée que vous avez derrière la tête. Quelle idée? Nous, c'est vous qui le dites. Nous, on a le hasard de calendrier. On aurait pu dire, bon, voilà, si c'était seulement l'idée du 5 octobre, on aurait pu programmer seulement le 5 octobre. Mais nous sortons le 4 et le 5. Et depuis que nous avons commencé, on sort toujours 2 jours par semaine. Donc, maintenant, si ça coïncide avec un 5 octobre, si vous faites le parallèle, mais c'est à vous de tirer les conclusions. Et qui a appelé à cette marche? Du 5 octobre,
De 4 ou de 5? Mais c'est l'ensemble de la coalition qui appelle que les populations sortent massivement pour soutenir nos revendications. Nous, c'est des revendications pacifiques. Nous allons à main nue. Nous revendiquons que le gouvernement puisse comprendre nos revendications, qu'on revienne à l'essentiel, je dis à l'essentiel, le mot je l'ai choisi, à l'essentiel de cette constitution de 1992 et qui nous replace nos institutions dans un cadre qui nous permet d'évoluer de manière harmonieuse. Si vous parlez de l'essentiel, et vous avez dit le mot est bien choisi, oui. Vous avez pesé le mot, oui. Ça voudra dire pas de retour à la constitution de 92. La constitution de 1992 institue un régime politique, un système politique, un système semi-présidentiel qui a des mécanismes de fonctionnement. C'est ça l'essentiel. On a la limitation de mandat, ça fait partie. Il y a les 2 tours des élections, ça fait partie. Comment on doit accéder au pouvoir, ça fait partie. Il y a les prérogatives, la nomination de la prérogative du Premier ministre, ça fait partie. Mais il n'empêche qu'on puisse trouver d'autres choses qu'on pourrait y ajouter pour améliorer davantage cette constitution de 1992. On reste ouvert. Voilà. 22 21 80 99 92 02 80 63. Avez-vous une question à poser à notre invité? Messieurs et dames, vous êtes le bienvenu en direct sur votre radio. On va prendre le premier qui est en ligne avec nous. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? D'accord, nous vous écoutons, Rodrigue. Est-ce qu'on vous imposait ces mineurs-là ou bien Là, si on comprend bien, vous posez le problème de fichier électoral. D'accord, merci beaucoup. Merci Rodrigue. Et on va prendre Ali Baba, bonjour. Oui. Oui. Pardon? Allô? Alors là, Ali Baba, parti peut-être le jus aurait fini. On va prendre un autre auditeur, toujours sur le 92 02 80 63. Allô? Oui, bonjour Kanidek. Bonjour. À ce doublon de marche, parti au pouvoir et parti opposition. D'accord. Voilà, merci Kanidek. On prend Kofi, bonjour. Oui. Bonjour à votre invité. Bonjour. En fait, la question que j'aimerais poser à l'invité, c'est pour savoir si, après avoir dit effectivement non au pays,
vont essayer de mettre un garde-fou pour essayer de venir en aide ou bien être en communication avec ceux-là et de venir en aide. Et la deuxième question que je vous pose, quelle sera la question que va poser les autorités au moment du référendum? Parce que puisque ce mandat va être lié à deux, sur les députés du président de la République, c'est sur ça qu'on va aller voter. Ou bien il doit encore s'asseoir pour trouver une modalité, en fait, voir sur quel point être d'accord. Parce que là, ce qu'ils demandent, la population n'est pas d'accord, et l'opposition aussi n'est pas d'accord. Donc, on va aller voter sur quoi? D'accord, bien noté. Et on prend le dernier intervenant, c'est M. Komlanvi. Bonjour. Oui. Lors de l'accord politique global de 2006. Oui. D'accord. Oui, tous les partis politiques de notre pays s'est réunis pour aplanir et tracer un chemin pour le pays, pour le développement du pays. Sur le moment, ils n'ont pas parlé de retour à la Constitution de 92. Pourtant, tous étaient là. Ils ont parlé des réformes. Aujourd'hui, où les deux partis sont dans l'extrémité, il se peut que leur parti qu'ils reviennent pour faire les réformes selon l'esprit de l'APG où tous les partis politiques étaient présents. Ils n'ont pas fait cas de retour à 92 parce qu'il y avait des conditions avant 92. Donc aujourd'hui, ils ne s'attendent pas, je ne leur dis pas de revenir dans l'APG pour que la paix revienne dans le pays. Merci à M. Komlanvi. Alors, aujourd'hui, en 2006, quand vous étiez autour de la table de discussion, même devant le président Blaise Compaoré à l'époque, aujourd'hui il n'est plus aux affaires, c'est vrai, mais vous n'aviez jamais évoqué le retour à la Constitution de 92 originelle, mais vous aviez quand même tracé le chemin, le canevas, pour que vous puissiez vous entendre, c'est ce qui fut fait. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille revenir encore dans ce même canevas tracé par l'APG afin que la paix revienne dans le pays? Vous pensez que les revendications actuelles sortent du cadre de l'APG? En aucun cas, nous restons toujours. L'APG nous sert de fondement à nos revendications aujourd'hui. Même le retour à la C92 et 92? Quand on demande le retour à la Constitution de 1992, que fait l'APG? L'APG dit, écoutez, la Constitution de 1992 a mis en place un système politique, il a limité le mandat, il a mis les élections à 2 tours, et puis revenez à ça. Dans un premier temps, assez rapidement. Maintenant, s'il y a d'autres questions qui sont essentielles pour le Togo, pour apporter de l'amélioration au cadre constitutionnel ou institutionnel du pays, dans un autre schéma, vous pourrez continuer la discussion pour voir s'il faut proposer autre chose. Le point de départ, c'est-à-dire le fondement même de nos revendications, c'est l'APG, on n'en est pas sorti. C'est ce que je voudrais dire à notre ami, à notre invité. Donc, vous vous accordez sur la proposition faite par le groupe des 5 au Togo d'aller discuter selon l'esprit de l'APG. Si aujourd'hui on convoque une table de négociation ou de discussion, on peut l'appeler comme on veut, parce que les mots au Togo ont leur sens, parce que tout le monde, il y en a qui disent le dialogue on en a fait, on ne veut plus, il y en a qui disent qu'ils ne veulent plus aller au dialogue. Le dialogue c'est l'Assemblée nationale, on va à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de dialogue, où des gens disent c'est ce qu'on vous apporte, vous prenez ou vous ne prenez pas. Donc à partir de là, il faut trouver d'être le mot juste ou le cadre approprié pour que nous puissions nous entendre. Nous sommes prêts à aller, nous sommes des gens responsables, on ne peut pas ne pas accepter cette main tendue. Nos différentes déclarations l'ont dit à peu près. Quand on a vu les dernières déclarations de la coalition, nous avons dit que nous pouvons nous insurger contre un certain nombre de manœuvres au moment où le secrétaire général des Nations Unies appelle à des discussions qu'on aille encore sur d'autres chantiers. Donc voilà, donc ça voudrait dire que nous sommes ouverts à toute table de négociation. Faut-il encore qu'on sache avec quel acteur, sur quoi on va parler et dans quel schéma nous allons pouvoir évoluer dans ces discussions. Que ce soit Rodrigo bien Kofi, sur quel test ira-t-on, avec quel test ira-t-on au référendum? Pour le moment, le référendum n'est pas encore convoqué, il ne faut pas faire de la spéculation.
Donc, à partir du moment où ça a le été chef de l'État annoncé, ne s'est pas encore prononcé. Non, mais quand même, ses collaborateurs directs, même le Premier ministre, qui est son chef de gouvernement. Ils ont fait une annonce oui. que si le test ne passe pas à l'Assemblée, ils iront au référendum. Or, ça n'a pas passé à l'Assemblée, ils ont adopté le test par les 2 tiers, oui. Mais le référendum n'est pas convoqué. Entre-temps, la communauté internationale appelle tous les acteurs à des discussions. Ça voudra dire que peut-être même qu'on n'ira pas au référendum. Est-ce que le pouvoir est contraint par cet appel de la communauté internationale à ne pas aller à ce référendum au forcé? Non, on ne peut pas oublier, on ne peut pas contraindre un État à ne pas aller à un référendum. Oui, puisque la souveraineté de l'État oblige. Mais nous disons que pour le moment, le référendum n'est pas convoqué. Donc, nous avons encore la possibilité, entre-temps, de nous entendre si on convoque des discussions crédibles pour pouvoir corriger ce qui ne va pas dans le pays et qu'on puisse même faire l'économie d'un référendum et retourner à l'Assemblée faire adopter notre constitution. Et le fichier électoral fichier électoral, bon, c'est au moment... Un auditeur parlait tout à l'heure des mineurs qu'on leur imposait d'inscrire. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau dans nos fichiers électoraux. Qui se souviennent qu'à la veille des élections de 2015, il y a eu des revendications concernant le fichier électoral et vous connaissez la suite. Oui. Donc, il y a toujours des problèmes par rapport au fichier électoral. C'est tout cela qu'on doit pouvoir corriger quand on parle de déverrouillage des systèmes, des institutions. Il y a la CENI qui fait partie, la Cour constitutionnelle fait partie, beaucoup d'autres organes font partie. C'est l'ensemble de ces revendications que porte aujourd'hui l'opposition togolaise. Ah oui, mais est-ce que l'opposition aujourd'hui s'organise à pouvoir démontrer et démonter beaucoup de choses, tout comme ce fut le cas au Kenya récemment. Parce que l'opposition a pu réunir, rassembler beaucoup de preuves jusqu'à hauteur de 1000 pages, ce qui a poussé la Cour suprême de ce pays à annuler la réélection de Nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes à l'étape de revendication sur la modification constitutionnelle et nous savons que les Togolais veulent ensemble évoluer vers la paix. Nous sommes des gens qui voulons sauver notre pays, on ne veut pas le détruire. Le gouvernement comme l'opposition, la raison reviendra pour qu'on puisse trouver des moyens autour d'une discussion à nous entendre si l'essentiel est sauver le pays. Des garde-fous sont déjà pris à votre niveau pour que les populations qui vous avez rendu visite et que derrière vous, on ne puisse plus les traquer et que vous soyez en relation, en communication toujours avec eux. Nous discutons toujours, nous les appelons tous les jours pour savoir si ça n'a pas dégénéré. Mais bien sûr que même le jour où on était là, dans la même nuit, on a tabassé quelqu'un pendant qu'on y était encore. Donc, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas des faits isolés qu'il faut prendre ces 2 mesures ensemble pour que l'ensemble de nos préfectures, de nos localités, les Togolais puissent vivre en paix et en sécurité. Est-ce qu'on ne veut pas que des citoyens manifestent dans les préfectures ou bien c'est des dérapages qui amènent à ces... Mais moi, je ne peux pas comprendre pourquoi c'est des militaires qui maintiennent la paix à Mango. Je ne peux pas comprendre. Mango, c'est pas un pays étranger. Les militaires, ils sont appelés sur des théâtres de guerre. Mais Mango n'est pas une localité qui soit détachée du Togo où il y a une insurrection quelconque ou quelque chose ou une rébellion qui justifie la présence des militaires. Le maintien de l'ordre, de la sécurité relève de la police et de la gendarmerie. Donc je ne peux pas comprendre ce que viennent chercher les militaires à Mango. Quelle solution alors prévoyez-vous pour que par rapport aux marches, aussitôt que l'opposition organise des manifestations, le parti au pouvoir organise aussi d'autres manifestations en parallèle? Bon, vous savez, nous ne pouvons contre, on nous dit que le droit de manifester, il appartient à tout le monde. Oui. Mais nous sommes restés sur notre fin quand la dernière fois on a appelé à Togo mort. Le gouvernement également n'a pas appelé Togo mort. Parce qu'il fallait qu'ils invitent également les Togolais à rester chez eux, puisque nous aussi on en a appelé. Donc il y a des... Alors eux ils ont appelé au Togo vivant. Ah ben non, nous avons dit que les gens restaient chez eux et le gouvernement ne nous a pas suivis. Donc peut-être que... Donc vous attendiez à ce que le gouvernement vous suive aussi. Et nous suivent puisqu'ils nous suivent pour marcher, qu'ils nous suivent également pour rester à la maison. Donc voilà des choses qui font rire les Togolais. Vraiment. Alors, unir... parle aujourd'hui de limitation de mandat des députés, alors que vous parlez de limitation du mandat présidentiel. Bon, bah, écoutez, c'est des débats aujourd'hui qui sont ouverts.
On a vu ça par ailleurs en France aujourd'hui où on veut peut-être rajeunir, redynamiser les institutions. Peut-être ça a dû faire un clic dans la tête du nez. Ben, écoutez, si nous demandons de limiter le mandat des présidents, nous allons également limiter le mandat des députés. C'est des choses sur lesquelles on peut discuter. On devrait s'asseoir et discuter et trouver un moyen de nous entendre. Bon, est-ce qu'on peut être forcément contre? Est-ce qu'on est pour? C'est des arguments contre arguments. Qu'est-ce qui justifie une telle mesure? C'est à eux de convaincre pour savoir qu'effectivement, est-ce que l'Assemblée est assez vieille pour qu'on puisse dire, mais écoutez, vous avez trop duré à l'Assemblée et il faut foutre le camp pour laisser la place à d'autres. Nous sommes à la fin de l'émission. La rentrée a commencé aujourd'hui, mais les enseignants observent encore 2 jours de grève. Votre mot de conclusion à l'endroit de tout le monde? Ce que nous demandons, c'est au gouvernement, c'est lui qui a la manœuvre, c'est lui qui a la solution de tous nos problèmes, c'est lui qui gouverne. Nous jouons notre rôle de réclamer. Donc il doit prendre toutes les dispositions idoines pour que le pays puisse retrouver la sérénité. Il est le seul responsable de cette situation. Et nous sommes dans notre rôle. Son rôle est de répondre à nos revendications. Maître Mohamed Chassona Traoré, merci d'être venu chez nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci mesdames, vous tous qui nous avez reçus chez vous. Coco le Parisien, c'est lui derrière la baie vitrée pour la réalisation et la mise en onde. Messieurs, dames, Jacob Arama va vous retrouver tout à l'heure à 9h pour le journal Enlevé. N'oubliez pas, à 13h, nous sommes là, tout comme à 18h. Excellente journée à tous ceux-là qui nous ont reçus chez eux à travers le monde entier via le www.radiovictoire.fm ou à travers la gazette du Togo.com. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.